Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un 8e update lecture depuis le début de la chaîne en août. Du coup, ça fait 8 updates lecture en 6 mois. Du coup, c'est pas mal, je trouve. En même temps, j'ai tellement lu en janvier. Si vous n'avez pas vu mon bilan livresque de janvier 2017, je vous invite à aller voir cet énorme succès que j'ai eu pour ce premier mois. J'ai lu, je crois, 14-15 livres. J'espère faire pareil en février, même s'il y a moins de jours. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Strager aux éditions Syros. Je n'ai pas la version papier parce que je l'avais empruntée à la bibliothèque et je l'ai rendue. Mais aussi de Tokyo Ghoul, le tome 1 de Sui Ishida aux éditions Glénat. Je vous parlerai aussi de Canicule de Jane Harper aux éditions Kero. Et enfin, je vous parlerai de Les mystères de la Rispem, le tome 1, Le sang n'oublie jamais, de Lucie Pierre Apajot aux éditions Gallimard Jeunesse. On va donc commencer par Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Strager aux éditions Syros. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque parce que j'avais pas forcément envie de l'acheter au moment où il est sorti. D'après le résumé, ça faisait très jeunesse et je sais pas, je me sentais peut-être un petit peu vieille pour lire ça, ce qui est un petit peu dommage. Au final, je l'ai vu à la bibliothèque, je l'ai emprunté et j'ai été super surprise. Donc je l'ai lu pendant le week-end à 1000, je l'ai dévoré en fait en quelques heures. Si vous voulez, on va suivre Andrea qui a, il me semble, 16 ans. Elle vit avec son père, avec ses deux frères, donc un grand frère, un petit frère je crois. Et du coup, comme tous les jours, elle va au lycée et elle voit un groupe assez bizarre de jeunes filles sales, habillées très très bizarrement, enfin n'importe comment, pas du tout à la mode, qui sont en groupe très très rapprochés et qui rigolent entre elles mais qui ne veulent absolument pas se mêler aux autres. Le truc c'est qu'on est en plein milieu de l'année donc elle se demande si c'est pas un échange, etc. Évidemment, elle se retrouve en retard en cours, elle tombe sur une de ces jeunes filles, une jeune fille qui fait partie de ce groupe. Et là, patatras, toute sa vie va changer. En effet, la jeune fille qu'elle rencontre alors est Pénélope. Pénélope vient de l'an 2122 alors que l'histoire se passe en 2019. Donc déjà, rien que l'histoire, elle se passe déjà dans le futur, dans 2 ans. Elle est très sale, elle est très étrange, elle veut pas forcément parler à Andrea tout de suite, mais en même temps elle a perdu son groupe, elle est un peu perdue dans le passé et elle a pas d'autre choix que de suivre Andrea chez elle. Du coup, vous voyez, au début je me suis dit bon voilà, ça va être pour vraiment plus jeune que moi, ça va être une histoire d'amitié, elles vont plus vouloir se quitter, voilà, elle va découvrir le passé, très bien. Et en fait, alors oui, il y a un petit peu de ça, mais en même temps, c'est tellement plus que ça ce livre. Pour moi, Nathalie Strager utilise vraiment Pénélope. Pour moi, elle est au premier plan en fait. Au départ, on suit Andrea parce qu'il faut bien rencontrer Pénélope. Mais moi, je suis désolée, le personnage principal pour moi était Pénélope. C'était d'ailleurs mon personnage préféré. Andrea, elle est franchement effacée, elle est pas très attachante, elle est pas très intéressante, alors que Pénélope, elle est drôle, elle est décalée, elle critique vraiment tout. Elle a un œil avisé sur la société actuelle, ou en tout cas la société qui existera dans 2 ans, et j'ai trouvé ça génial. Nathalie Strager utilise Pénélope pour critiquer la société actuelle, mais sur tous les fronts quoi, rien n'est épargné. On va parler droits des femmes, religion, alimentation, la fabrication des vêtements, enfin vous voyez c'est ultra vaste, ça va vraiment dans tous les sens et en même temps c'est tellement vrai, ça fait réfléchir, ça fait relativiser sur notre société actuelle et c'est un livre qui m'a vraiment étonnée en fait. Ça m'a fait réfléchir, voilà. Je me suis dit, mais en fait, oui, elle a tout à fait raison, cette jeune fille qui vient du futur. On est peut-être encore un peu au Moyen-Âge. Je pensais que ce livre serait beaucoup plus superficiel que cela et il a vraiment réussi à me surprendre. Bien sûr, c'est un livre qui se déroule durant l'adolescence des 2 jeunes filles et du coup, forcément, on va toucher au thème de l'adolescence, au thème important durant cette période de la vie. De plus, Pénélope n'arrive pas comme ça dans le passé juste pour le découvrir. Elle va apporter des nouvelles, des secrets qui sont un petit peu inquiétants pour ce qui va se passer dans 100 ans, en tout cas pour une certaine partie de la population. Et j'ai trouvé ça très bien trouvé, ça met une autre chose en valeur. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais vraiment, si vous hésitiez jusque là, si ça vous intéresse un petit peu, lancez-vous dedans. Ensuite, on va parler manga avec Tokyo Ghoul, donc le tome 1 de Sui Ishida aux éditions Glénat. Dans cette histoire, nous allons suivre Ken. Ken est un jeune homme comme les autres, il est très timide, c'est un jeune étudiant qui pense plus à la jolie fille qu'il voit dans un certain bar plutôt qu'aux attaques cannibales de créatures très étranges qui se déroulent dans la ville. Cependant, le jour où il se fait agresser par l'une de ces créatures, il ne peut plus vraiment ignorer le monde qui se cache derrière cette même ville. Donc il va se faire
attaqué, il va frôler la mort, mais il va survivre en recevant les organes de son agresseur. Son agresseur étant une goule, Ken devient mi-humain, mi-goule et il va avoir très faim de chair humaine. Il s'agit là d'un tome introductif que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment envie de continuer la saga, cependant les mangas c'est un petit peu cher donc je vais voir comment je peux faire, je sais pas encore comment je vais faire. Il faut savoir que cette saga est parue en animé. Du coup, je pense que je vais les regarder, en fait, tout simplement, peut-être pour savoir la suite. J'ai beaucoup aimé ce petit tome très sympathique. Ken est vraiment dans une position difficile parce qu'il est un ancien humain qui n'a aucune envie de manger de l'humain, mais en même temps, il est mi-goule et il n'a pas vraiment le choix s'il veut survivre. Du coup, il y a un espèce de dilemme, quelque chose de moral là-dedans, et j'ai beaucoup aimé cette dimension-là. Dans tous les cas, c'est un premier tome que je conseille si le sujet vous intéresse. Je vais maintenant vous parler de Canicule de Jane Harper aux éditions Kero. Je remercie d'abord les éditions Kero pour l'envoi de ce livre sous forme d'e-book parce que voilà, j'avais vraiment envie de le découvrir, la couverture me faisait franchement envie, mais voilà, il n'était pas encore sorti quand ils me l'ont proposé et du coup j'ai sauté sur l'occasion. Dans ce roman, nous suivons Aaron Falk qui est flic, mais plutôt dans le domaine financier en fait. Il a grandi à la campagne qu'il a dû quitter précipitamment et du coup il travaille en ville maintenant. Cependant, il va être ramené dans son village d'origine lorsqu'il apprendra que son meilleur ami Luke a commis un suicide altruiste. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est vous trouvez que la vie est tellement pourrie que vous avez envie de vous suicider et en même temps vous avez envie d'épargner cette vie vraiment sans espoir et horrible à vos proches ou par exemple la dernière fois c'était un pilote d'avion qui a fait ça. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez horrible, d'assez traumatisant. Et voilà, dans les nouvelles, Aaron découvre que Luke a tué sa femme et son fils en épargnant sa petite fille avant de se suicider. Il est très choqué, il se demande s'il va y aller et puis là il reçoit une lettre qui dit que il a menti, quelqu'un le sait et qu'il a plutôt intérêt à ramener ses fesses à l'enterrement. Donc il y va, tout simplement. Il retrouve le petit village avec les gens qui l'ont chassé bien avant. En gros, dans cette histoire, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va suivre l'enquête d'un côté de Luke, donc du meilleur ami d'Aaron qui s'est suicidé, mais aussi une enquête qui date d'il y a des dizaines d'années, d'une jeune fille décédée noyée. Et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé, le fait d'avoir deux enquêtes. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Le livre vous prend, mais dès les premières pages, moi le style d'écriture de Jane Harper m'a totalement captivée. J'ai été happée dans ce thriller, je n'ai même pas réussi à le lâcher. Pour tout vous dire, je l'avais commencé le jeudi, avant le week-end d'Amil. Je m'étais dit que bah voilà, je me mettrais en stand-by pour lire ma pile à lire du week-end d'Amil et j'ai pas pu. Je voulais juste savoir la suite, du coup bah je l'ai lu pendant le week-end d'Amil, même si c'était pas prévu, bah voilà, il fallait vraiment que je sache la suite. Évidemment, d'après le titre, vous voyez bien qu'on est en période de canicule. Qui dit canicule dit mauvaise récolte. Mauvaise récolte, agriculteur franchement pas content, puis triste, puis suicidaire. Donc j'ai trouvé que l'idée du suicide altruiste avec quelqu'un qui est au bord de la faillite, un agriculteur qui n'a pas vraiment de bonne récolte et qui veut épargner à sa famille le futur qu'il voit très sombre, j'ai trouvé ça très bien trouvé. C'est un aspect psychologique mais véridique, réaliste, et vraiment pour ce coup-là, j'ai beaucoup aimé cette décision, ce choix de l'auteur. On alterne dans ce récit entre présent et flashback. En gros, à chaque fois qu'on a une petite révélation, bah, on revient dans le passé pour voir réellement ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé en fait. J'ai trouvé ça très bien fait, très approprié, et j'ai trouvé que c'était une très bonne façon de faire. Du coup, dans cette histoire, Aaron va finir par douter sur le fait que son meilleur ami ait pu faire ça, tuer sa femme, son enfant, se suicider. Il y a des preuves qui vont pas forcément dans ce sens-là et il va mener l'enquête pour voir qui est vraiment le coupable de cette horreur. Alors moi, je me pensais très maligne tout au long de ma lecture. J'allais pas vraiment là où l'auteur voulait absolument m'emmener. Je me disais que non, c'était trop simple, trop facile et que c'était plutôt cette personne qui était responsable. Je me trouvais très intelligente, je pensais avoir la solution et arrivé à la fin, l'auteur m'a bien montré que en fait j'avais mis les pieds exactement là où elle voulait m'emmener. En fait, j'étais pas du tout plus intelligente que l'auteur et j'ai adoré ça, j'adore me tromper. Un thriller c'est fait pour vous emmener quelque part, vous êtes certain que vous avez raison et à la fin, bah, il y a un truc qui fait que, eh ben non, t'avais tort. Voilà, et bah c'est exactement ce que je veux d'un thriller et ce thriller me l'a apporté. Il m'a tenu en haleine tout du long, j'ai eu tort à la fin et j'ai pour une fois adoré avoir tort. En tout cas, c'est un thriller psychologique que je vous recommande chaudement. Tous les personnages étaient très développés, on les découvrait un à un pour les besoins de l'enquête. En tout cas, c'est une très bonne lecture. Pour les amateurs de thriller, je n'ai qu'une chose à dire, foncez.
Enfin, je vais vous parler du tome 1 de Les Mystères de l'Arispem de Lucie Pierapajot aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, c'est un roman qui a gagné le prix du premier roman jeunesse l'année après, je crois, La Passe Miroir. Donc, étant donné que La Passe Miroir, c'est légèrement un roman chouchou pour moi, c'est genre mon roman préféré de tous les temps jusque-là, vous vous doutez bien que j'ai sauté sur celui-ci. Alors, j'étais un petit peu déçue au départ quand je l'ai vu en librairie parce que, il est tout petit, il fait moins de 300 pages alors que La Passe Miroir c'est une énorme brique comme ça. Mais bon, la couverture est vraiment magnifique, le résumé est très attirant. En gros, on va évoluer en 1899 dans la cité-état de l'Arispem, qui est en fait à la place de Paris, dans l'actuelle France. Les bouchers sont une caste très importante, ils ont un langage bien à eux, une espèce d'argot. En fait là vous voyez l'Arispem, c'est l'argot d'une ville que j'ai déjà décrit juste avant. Et du coup ce langage ajoute une touche en plus pour l'univers que j'ai trouvé déjà très bien développé. J'ai beaucoup aimé le fait que l'univers dans ce roman est en fait une sorte de monde parallèle au nôtre. En fait, si vous voulez, vous avez une grande bataille et là en gros Lucie Pierapajot nous dit comment ça se serait passé d'après elle si c'était l'autre camp qui avait gagné et pas celui qui a vraiment gagné dans l'histoire, la vraie histoire de France. Et j'ai trouvé ça très bien trouvé, enfin c'est pas un univers sorti comme ça du bon bah voilà on est dans une cité comme ça. Là non, c'est tiré de notre histoire, c'est bah oui mais en fait si eux ils avaient gagné bah ça serait pas comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. Il y a un petit côté steampunk là-dedans. On se trouve en 1899, mais il y a des machines très évoluées, il y a un espèce de tramway, il n'y a pas que des chevaux qui circulent en ville quoi. L'histoire s'ouvre sur Carmine et Liberté qui sont deux jeunes filles qui pillent les maisons de nobles. Et bien oui, si les bouchers, les taureaux comme ça sont au pouvoir, c'est bien parce que les nobles ont été massacrés et du coup leurs maisons sont pillées puisqu'ils sont morts ou de toute façon plus là. Et du coup c'est ce que font Carmine et Liberté qui vont revendre ensuite les objets trouvés. Alors il y a un côté fantastique parce que certaines personnes vont avoir des pouvoirs. On va avoir donc la caste des bouchers qui est un petit peu la caste super cool quoi. On a les trois taureaux qui dirigent cet univers. Et voilà, en gros on est vraiment dans un univers très sympathique avec des personnages franchement attachants, la plupart sont pas mal développés. On va à la fois suivre Liberté qui est une mécanicienne hors pair, Carmine qui est une bouchère, en fait une louchébème comme ils disent, et Nathanaël qui est un jeune orphelin. On va découvrir l'univers à travers leurs yeux et c'est méga génial. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que le livre est déjà très court. Mais si rien que ce que je viens de vous dire vous attire, n'hésitez pas, lisez ce livre. Je crois que le tome 2 est annoncé pour mai 2017, je crois que j'ai vu ça sur la page Facebook du bouquin. Si c'est le cas, je suis super contente de l'avoir lu là du coup parce que je pourrais enchaîner sur le tome 2 d'ici quelques mois. Et en tout cas, il est certain que je vais suivre cette saga de près. C'est maintenant terminé pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous le voyez, ces 4 lectures ont été de bonnes lectures, certaines même de très bonnes. Et en tout cas, je vous les conseille globalement toutes les 4 parce que j'ai passé un bon moment avec ces romans. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez envie de lire ces livres, si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. En tout cas, je voulais aussi vous remercier déjà si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous, ça veut dire qu'en général vous les regardez jusqu'à la fin. Et surtout, on est toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on passera les 700, je vous préparerai un petit concours, donc peut-être bientôt. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.